À l'image de son existence tout entière, la mort de Philippe-Joseph Deloncle n'a pas été une simple affaire. Le 17 décembre 1997, à 19h35, Philippe-Joseph, dit Philly Joe, dit Phil ou encore PG, se trouvait sur la terrasse du Turtle Mansion and Lounge à Dallas, où était organisé un cocktail en l'honneur des lauréats du prix Prométhée, remis comme chaque année par la fondation Owens, du nom du milliardaire Terry Boone Owens, propriétaire de la Sunbelt Oil Company. Nous ne savons pas exactement comment il avait réussi à s'introduire dans cette soirée très privée. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y avait pas été convié. N'apparaissant pas sur la liste officielle et n'ayant aucun papier sur lui, c'est une des raisons qui explique la difficulté pour la police à l'identifier et le retard à nous prévenir de son décès. L'autre raison étant, selon Philippe-Joseph lui-même, que qui vous savez avait besoin d'un peu de temps pour fouiller sa maison et tenter de s'emparer de ses documents. Ils ne trouveront rien, ils pourront retourner ma piole sans dessus-dessous, ces salauds ne trouveront rien de rien, a-t-il écrit dans la lettre à nous adresser qui accompagnait ces fameux documents. Si vous savez qui est qui vous savez, ajoutait-il, cela signifie hélas que je ne suis plus de ce monde. Mais foutre Dieu, j'aurais donné cher pour voir leur tête en découvrant que mes tiroirs étaient vides et toutes mes notes en lieu sûr. D'après les témoignages, il était ce soir-là adossé à la balustrade de la vaste terrasse de l'hôtel, soit dos au vide et face à la grande baie vitrée ouverte derrière laquelle la majorité des 300 invités bavassaient en attendant l'arrivée des heureux lauréats. L'hiver, on le sait, peut être doux dans nos contrées. Une brise légère et tiède soufflait depuis le golfe du Mexique et dans l'air flottait subtil le parfum des fleurs de magnolia. Il n'était pourtant qu'une poignée à l'extérieur à en profiter, 10 ou 12 personnes, les témoins. Même si la lune avait été moins pleine et la nuit moins claire, les 1000 pampilles de cristal de l'immense lustre suspendu au plafond de la salle diffusaient assez de lumière pour qu'ils puissent voir Philippe-Joseph, à l'extrémité de la terrasse, se saisir d'une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur passant à sa portée. Ce n'était sûrement pas son premier verre, diraient certains. Il était seul. Le fil d'un sourire sur ses lèvres, las pour les uns, sardonique pour les autres. Son smoking était impeccable, mais son nœud papillon légèrement de guingois. Un smoking? Un nœud pape? D'où est-ce qu'il sortait ça? S'interrogeait Michel. Nous ne l'avions jamais vu en effet accoutré de cette façon et nous étions quasi certains que cette tenue ne lui appartenait pas. Je suppose donc qu'il l'avait loué, bien que personne ne l'ait réclamé depuis, et ceci confirmerait que son geste était prémédité. Tout d'un coup, il y eut un mouvement de foule dans la salle et une salve d'applaudissements éclata. Les 3 jeunes récipiendaires du prix et leurs bienfaiteurs venaient de faire leur entrée. Les quelques invités qui se tenaient sur la terrasse amorçaient un repli vers l'intérieur lorsqu'ils entendirent un cri derrière eux « Prométhée aux enfers !» Ils se retournèrent et virent cet homme, cet inconnu, Philippe-Joseph, en train de porter un toast, le bras haut levé, sa coupe brandie vers les cieux, son sourire cette fois franchement dessiné, carnassier pour les uns, dément pour les autres, et les yeux brillants d'un éclat sauvage, jaune ou rouge ou parfois incandescent selon les versions. Après quoi, gorge renversée, il la vida d'un trait, sa coupe, puis, et c'est là que les avis divergent sur un point crucial. D'aucuns le virent dans le même mouvement basculer en arrière, tandis que d'autres le virent se projeter par-dessus la rambarde et disparaître dans l'obscurité. On comprend que ce n'est pas là qu'un menu détail lexical. Il s'agit de déterminer l'intentionnalité de la chose. Si Philippe-Joseph a basculé, c'est un accident. S'il s'est projeté, c'est un suicide. La thèse de Michel empruntait une 3e voie que l'on dira intermédiaire. D'après elle, il avait dû bien y avoir propulsion discrète de la part de PG. C'était donc un acte intentionnel. Mais, et la nuance est de taille, il n'avait pas du tout, en revanche, l'intention de se tuer. Elle basait son raisonnement sur plusieurs propositions, les prémices étant que 1. Il n'avait jamais exprimé ni fait montre de velléité suicidaire, et 2. Il n'avait aucun intérêt à mettre fin à ses jours. Les autres arguments étaient d'ordre plus technique.
Philly Joe mesurait 1,78 m et la hauteur de la balustrade était précisément de 103 cm, mesure effectuée par un expert de la compagnie d'assurance dans le but de démontrer la non-conformité de l'ouvrage. Ce qui induit que le point de contact entre les deux se situait vraisemblablement au niveau des reins de l'homme et qu'il eût été par conséquent difficile de rompre l'équilibre et d'engendrer la chute sans faire l'effort d'exercer une poussée de bas en haut afin de défier la loi de la gravitation du père Newton, qui s'exercerait à nouveau sitôt le cap franchi. Ensuite, la terrasse elle-même ne s'élève qu'à 4 mètres et les probabilités pour qu'une chute de cette hauteur soit mortelle sont d'environ 11,7%, ce dont ne pouvait n'avoir pas tenu compte un esprit scientifique tel que celui de Pidgey. Si son but était réellement de mourir, il avait peu de chances de l'atteindre de cette manière. De plus, il était en parfaite condition physique, souple, mince. C'était un gymnaste accompli qui avait brillé dans cette discipline durant toutes ses années de collège, et au-delà, il était parfaitement capable, me dit Michel, d'exécuter un double salto arrière et de retomber sur ses pattes sans broncher. Elle l'avait vu de ses yeux. Et c'était exactement, selon elle, ce qu'il comptait faire. Se laisser choir dans le vide et se réceptionner sans dommage. Si son plan avait échoué, si l'issue en avait été fatale, ce n'était dû qu'à la présence inopinée d'une Rolls-Royce Silver Shadow sous la terrasse. Probabilité de 0,006%, oh, ironie du sort, devant l'entrée du Turtle Mansion and Lounge, à l'endroit précis où il devait atterrir. Nul véhicule n'était censé stationner à cet emplacement, mais l'auto appartenait à Miss Ephraïs, richissime Kakoshim de 101 ans, cliente de l'établissement depuis 6 décennies, à laquelle était accordée l'autorisation exceptionnelle de faire venir son chauffeur jusque devant le perron, afin qu'elle eût le moins possible à user de ses très vieilles et très frêles gambettes. Philly Joe eût-il chu sur le toit de la voiture ou sur le capot, il avait encore de bonnes chances de s'en tirer. Mais le sort, 0,00000000001%, voulut qu'il heurtât la célèbre statuette en argent nommée Spirit of Ecstasy, emblème de la marque qui ornait le bouchon du radiateur et qui lui perfora le crâne. L'esprit de l'extase eut raison de l'esprit scientifique. Objection, cher Michel, pourquoi Philippe Joseph se serait-il jeté dans le vide si ce n'était pour mourir ? Pour l'honneur, pour la reconnaissance, à tout le moins pour attirer l'attention, répliqua-t-elle. Toute chose qu'on lui a toujours refusée, dont il s'est toujours senti injustement lésé, spolié, son geste était une pirouette, littéralement, effectuée sous les yeux de cette assemblée regroupant tout ce que la ville et l'État comptaient de décideurs, de mécènes, de magnats, de despotes, de népotes, de vrais imbéciles et de faux savants. C'était un pied de nez. C'était une mascarade personnelle dans la grande mascarade générale. Un simulacre de suicide ponctuant un simulacre de cérémonie. Vous avez choisi de m'ignorer, au mieux, au pire de m'écraser, de me persécuter. Très bien. Vous niez mon talent, vous le foulez aux pieds, jamais vous n'avez daigné investir le moindre penny dans mes recherches. Très bien. Vous préférez récompenser des petits bricoleurs de seconde zone plutôt que de reconnaître la portée révolutionnaire de mes travaux. Prométhée doit se retourner dans sa tombe, bande de putois ignares. Vous êtes incapable de distinguer la médiocrité du génie. C'est ma mort que vous voulez ? Très bien, la voici. Michel s'emportait. Peine, ressentiment, colère se mêlaient dans sa diatribe. Elle était très affectée, bien sûr, je l'étais aussi. Le geste de son frère, conclut-elle, se voulait un soufflet, une gifle assénée à toutes ses faces suffisantes et indignes. Il aurait dû être, un acte symbolique leur signifiant avec panache son propre mépris à leur égard. Mais le symbole s'était fracassé au contact de la dure réalité. On ne prête qu'aux riches. Une fois encore, les salauds et les puissants avaient gagné. C'était un raisonnement plausible qu'elle élaborerait après lecture des cahiers de Philly Joe. Ce dernier fut transporté au Parkland Memorial Hospital, là même où il avait vu le jour, un jour d'automne inoubliable, on verra pourquoi. À 20h42, il fut déclaré mort, boucle bouclée. Cela se passait une semaine avant Noël, il avait 34 ans. Le croira-t-on,
si je dis qu'il nous fallut par la suite rembourser la réparation des dégâts ainsi occasionnés sur la carrosserie de la Rolls-Royce de Mrs. Ephraïs? Encore échappa-t-on de justesse, grâce à notre excellent avocat, au versement de 25 000 $ de dommages et intérêts que réclamait la vieille Gripsou, eu égard à la commotion psychologique que cette histoire lui avait prétendument causée, comme si c'était elle qui avait subi le choc. Nul doute que si son cœur avait lâché à ce moment-là, je serais toujours en train de payer. Par chance, s'il y a une seule chose que cette mégère ne possède pas, c'est un cœur. N'eût-elle été si tragique, cette scène qui clôt la vie de Philippe Joe aurait pu prêter à rire. En ce sens, elle est, comme je le suggérais au tout début de ce récit, très représentative de l'ensemble de son existence, une tragicomédie de bout en bout, poignante et grotesque à la fois, affligeante et guignolesque. On pourrait m'objecter qu'il en est de même pour toute destinée humaine, je maintiens qu'il en est davantage encore pour la sienne. Reprenons les choses dans l'ordre et considérons par exemple sa naissance. Elle eut donc lieu dans une chambre du Parkland Memorial Hospital de Dallas, le vendredi 22 novembre 1963. Dallas, 22 novembre 1963. Oui? Ne cherchez plus, c'est bien ça. Sauf à avoir vu ces 50 dernières années sur une exoplanète ou en anachorète forcené, la combinaison de ces deux éléments, lieu et date, ne peut que provoquer une étincelle dans votre cerveau. Connexion faite, 3 lettres, JFK. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis d'Amérique, c'est ce jour-là, à cet endroit-là, qu'il meurt. C'est ce jour-là, à cet endroit-là, que Philippe Joseph naît. JFK contre PJD. Revoyons de plus près le fil des événements. À 12h35 à hauteur du Dealey Plaza, la limousine du président quitte Main Street pour s'engager sur Elm Street. Elle passe devant la Texas School Book Depository. Et c'est alors que le dénommé Lee Harvey Oswald, ou un l'autre, là n'est pas le problème, tire 2, 3, 4, 5 ou 6 coups de feu selon les versions, preuve que rien n'est plus proche du vrai que le faux. Dixit Albert Einstein. Le président est touché. Son chauffeur fonce vers l'hôpital le plus proche, ce sera le Parkland Memorial. Il est 12h36 quand la voiture se gare devant l'entrée. À cet instant, Daisy Deloncle, née Miller, est en plein travail dans une salle du premier étage. Elle doit mettre au monde son deuxième enfant. Elle est assistée pour ce faire par une sage-femme et un médecin obstétricien. Daisy pousse, souffre, crie, râle, halète comme un petit chien et se jure que cette fois est bien la dernière. Jamais, jamais plus on ne l'y reprendra. Son mari, Donald Deloncle, je jure moi que leurs prénoms n'ont pas été modifiés, est assis dans le couloir sur un siège en plastique, tout ce qu'il y a d'inconfortable, en train de se ronger les ongles et les sangs. Mais soudain, la nouvelle tombe, se propage à vitesse grand V dans tous les étages. Le président. Ici. Blessé. Attentat. Urgence. Branle-bas de combat, ça remue, ça se précipite de partout, une infirmière passe la tête à la porte de la salle d'accouchement et chuchote quelques mots, sourde à tout ce qui n'est pas sa douleur. Daisy n'entend pas, ne saisit pas, tout ce qu'elle voit, c'est le médecin et la sage-femme au-dessus d'elle, qui échangent un regard, puis quittent brusquement la salle d'un même pas, la laissant seule, rubiconde en sueur, écartelée, tandis que se profile à l'horizon, un horizon bien étroit, un crâne minuscule, casqué d'un duvet noirâtre et de mucosité sanguinolente. On pousse, lui lance la sage-femme en refermant la porte derrière elle. 1 minute plus tard, on les retrouve, sage-femme et obstétricien, passant devant cet homme impatient et anxieux, Donald, qui se dresse d'un bond en les voyant persuadés que le travail est achevé et qu'ils viennent lui annoncer la nouvelle. Bonne, mauvaise, mâle, femelle, d'une voix blanche. Il s'enquiert. Alors ? Les deux autres lui jettent à peine un regard, ils ne le reconnaissent pas. Croyant qu'ils s'inquiètent comme eux de la santé du chef de l'État, ils lui répondent sans s'arrêter qu'ils ne savent pas encore. On va voir. Puis ils disparaissent au bout du couloir. Donald en reste pantois. Devant les portes du service traumatologique s'agglutine bientôt tout le personnel hospitalier, auquel s'ajoutent nombre de curieux, patients ingambes, visiteurs en visite, et quelques membres des forces de l'ordre qui tentent vainement de disperser cette foule. Penchés sur le brancard du président, les praticiens s'activent, lui prodiguent des soins intensifs, mais les blessures sont graves, et peu à peu, l'espoir s'amenuise. Là-haut, c'est Daisy dans le désert,
Abandonnée à son sort, la parturiente se débrouille comme elle peut. Elle s'est libérée des étriers et dans un immense effort s'est accroupie sur sa couche, ceci afin de pouvoir s'aider de ses propres mains, seule, absolument seule face aux mystères et aux affres, surtout aux affres de la création. Femme sauvage, femme des temps anciens, des temps immémoriaux, femme éternelle et universelle, femme admirable, femme courage, grosse, vache, meugleuse, c'est pourtant ainsi qu'elle se voit. Et elle meugle en effet, ou tout comme elle brame, elle braie, elle brogne, grogner tout en bavant, Oxford Dictionary. Elle se maudit et maudit les médecins, maudit son mari qui l'a engrossé, ses parents qui l'ont engendré, et Dieu qui laisse faire tout ça, et le monde entier qui s'en cogne, et maudit en particulier ce sale petit mortion qui s'accroche non pas à ses jupes, mais carrément à ses entrailles. Sors de là, fous le camp, lâche-moi la grappe, lui intime-t-elle dans son fort plus ou moins intérieur, et joignant le geste à la pensée et à la parole, elle pousse, mais pour l'heure ne réussissant hélas qu'à expulser des charretées de grossièreté qu'elle-même ignorait être en sa connaissance. Et le temps passe. Secondes. Minutes. Ici-bas, la tension du président baisse, son pouls baisse, ainsi que le taux de ses chances de survie, tout baisse. On le perd, murmure une voix étouffée par un masque en polypropylène, et c'est à ce moment précis qu'à l'étage au-dessus, l'horizon s'ouvre. La voix se dilate et pointe le dôme encore tendre et poisseux du crâne du morpion aussi désiré qu'honni. C'est Moïse, c'est la mer Rouge. Allez, l'encourage et s'encourage Daisy. Elle l'attraperait bien par les cheveux s'il en avait le bougre, mais elle doit se contenter de plonger ses mains en coupe pour saisir la petite tête du petit monstre récalcitrant. Et elle tire et elle pousse de concert, les dents serrées, les tendons de son cou et de sa gorge prêts à se rompre tels des cordes qui ne seraient ni d'un piano, ni d'une harpe, ni d'un violon, ni d'aucun instrument connu, tant les sons qu'elles produisent sont rien moins que mélodieux. Et c'est ainsi qu'entourée des mains les plus expertes, la flamme du président lentement s'éteint, tandis que celle du bébé s'anime et se renforce dans la chambre désertée. 13 heures viennent de sonner lorsque John Fitzgerald Kennedy exhale son dernier souffle. À la même heure, Philippe Joseph de l'Oncle pousse son premier cri. Bordel de merde, sic. Lâche Daisy dans un soupir avant de s'écrouler sur son lit. La mort, la vie, la mort. Pure coïncidence? Conjonction aléatoire, échange de fluide, ou plus exactement d'énergie électrostatique soumise à la loi de Coulomb? Je l'ignore. Je ne m'avancerai pas à prétendre que les destins de ces deux hommes sont liés, tout comme je laisse la métempsychose et autres phénomènes ésotériques à l'appréciation de chacun. Philippe Joseph ricanerait certainement à l'évocation de concepts tels que la réincarnation ou la résurrection. Il croyait en la science et en la technologie. Dans le registre des opérations invisibles, transformation, transmutation, transmigration, il croyait en l'atome. Il croyait en la plénitude du vide et son potentiel infini. Il croyait au trésor caché de l'éther, à l'apogée du point zéro, au flux radieux des électrons. Il croyait au vortex, à l'effet Casimir, aux généreuses moissons des champs magnétiques. Quel plus beau chant que le cantique du cantique. Il avait cessé par contre de croire en l'honnêteté intellectuelle de ses pairs. Quand l'histoire est belle, quand elle nous conforte dans nos attentes, dans nos espoirs et nos rêves, on est tout prêt à s'en laisser compter. Tiens, j'ai appris récemment qu'une branche minoritaire de l'église pentecôtiste qui se fait appeler les frères de la seconde Pâque prône le rétablissement d'une vérité historique concernant l'origine de Jésus. Il était du Texas. Oui, c'est une affirmation. Relisons la Bible, déplions une carte géographique et révisons nos jugements à l'aune de cette vision neuve et objective. L'erreur originelle provient du fait que l'on a confondu Nazareth et Nazareth. Le berceau du Fils de Dieu était en réalité le petit village de Nazareth dans le comté de Castro, au nord-ouest de notre bel État. Tout le reste découle de là.
Le prophète s'en va ensuite prêcher plus à l'est, sur les terres saintes de Palestine, comté d'Anderson, défiant au passage les troupeaux de bisons et les serpents à sonnettes. Pas narcissique pour un sou, il délaisse Corpus Christi sur la côte et s'en retourne vers le centre de l'État. Vous suivez avec votre doigt sur la carte ? Dans le comté de Bell, afin de chasser les marchands de Temple, de vils voleurs de bétail, ivrognes et mécréants. Après quoi, le Fils rejoint le Père, architecte, et le Saint-Esprit, entrepreneur, pour bâtir Trinity, dans le comté du même nom. Des planches, des clous, de la sueur et la foi dans le travail bien fait, cela suffit. Puis le voilà de nouveau reparti sur les routes du Texas, entraînant dans son sillage toujours plus de fidèles, Comanches, Cherokees, Choctaws, et réalisant toujours plus de miracles partout où il passe. Les déserts ne manquent pas par ici, non plus que les aveugles et les lépreux. Sans parler de la fameuse Red River, rivière rouge affluent du Mississippi, qui marque la frontière avec l'Oklahoma, où nous le savons désormais, la grande tribu se réfugie pour se mêler incognito à une population autochtone de rednecks. Mais l'exil n'est que temporaire, déclare le Messie, et il fixe rendez-vous à tout ce beau monde dans la charmante bourgade de Paradise, comté de Wise, où jure-t-il, oui, le Christ jure aussi, tous résideront dans la voie et la joie et la paix, et tout frais payé pendant les siècles des siècles. Voilà. Le Texas, État élu de Dieu. Tout y a commencé, tout y finira. Telle est l'exacte vérité selon l'évangile des frères de la seconde Pâque, des artistes de l'herméneutique. 10 jours après le décès de P.J., nous reçûmes un coup de téléphone. Il provenait d'un cabinet d'avocats de la ville, Zimmer & Associates. Au bout du fil, une secrétaire nous demanda de bien vouloir lui indiquer nos disponibilités afin de prendre rendez-vous avec maître Edwin Zimmer. Le plus tôt serait le mieux. Quand nous nous enquîmes de l'objet de ce rendez-vous, elle répondit qu'il s'agissait apparemment d'une affaire de succession concernant un dénommé Philippe-Joseph Deloncle, prononcé Deloncle. Cet appel nous laissa perplexes. Une succession ? À notre connaissance, Philippe Joe ne possédait rien en tout cas qui eût une quelconque valeur pécuniaire. Pas d'argent, pas de bijoux, pas de tableaux, pas d'actions. En guise de souvenir, Michel avait déjà récupéré chez lui un sifflet à ultrasons, $11,95, et un couteau suisse, tous ses trésors. Il n'était que locataire de sa maison, et nous doutions même qu'aucune association caritative daignât débarrasser les quelques objets disparates et branlants qui lui tenaient lieu de mobilier. Quel héritage aurait pu nous laisser notre Deloncle d'Amérique ? Mystère. La première surprise nous cueillit à froid dès notre introduction dans le bureau de l'avocat. L'homme qui se tenait devant nous n'était autre que J.R. J.R. Ewing. L'infâme J.R., le détestable J.R. Je gage que beaucoup se souviennent de cette célèbre série télévisée, Dallas, qui fit connaître notre ville à la terre entière en la présentant comme un repère de pétro-cow-boys richissimes, avides et pervers, menteurs, tricheurs, alcooliques, adultères, cyniques, manipulateurs et quasi incestueux, reflet, il faut bien le dire, assez fidèle à la réalité, et dont John Ross Ewing était le personnage central, le plus pourri d'entre les pourris. Et c'était lui, là, devant nous. La même bouille ronde poupine, les mêmes yeux clairs, le même nez en trompette, le même menton volontaire, le même sourire racoleur, le même costume au cordeau, vogue 80s, et cerise sur le brownie, le même indispensable et traditionnel chapeau de rancher sur le crâne. Tout y était à l'identique. Edwin égale Ewing. Seule cette différence d'une lettre marquait l'infime séparation entre le modèle et sa doublure, son sosie, son jumeau. L'avocat se tenait debout derrière son vaste bureau aux pieds d'acier et au plateau de verre. Accentuant son sourire, si c'est possible, il nous tendit une main que nous finîmes par serrer après quelques secondes de stupéfaction et avec la curieuse impression de traverser l'écran. Je ne pus m'empêcher de jeter un rapide coup d'œil sur les côtés pour chercher la caméra. Il s'attendait à notre réaction. « Ne vous y trompez pas, lança-t-il d'emblée, c'est moi qui vais vous demander un autographe. » Nous n'étions ni les premiers ni les seuls à nous y laisser prendre. Edwin Zimmer cultivait cette ressemblance avec le personnage et il en jouait.
Cela n'avait pas, selon ses dires, que des avantages. Autant au tribunal, ses adversaires pouvaient en être déstabilisés, en perdaient parfois leurs moyens, autant dans la vie quotidienne, cela lui avait valu quelques déboires. Et pour preuve, sitôt que nous fûmes tous les trois assis, il se mit à nous conter cette anecdote, sans doute 1000 fois contée à 1000 clients, selon laquelle, alors qu'il mangeait tranquillement son triple burger dans un snack, il s'était fait agresser par 2 bonnes femmes qui le rouèrent 2 coups de sac à main en hurlant « C'est pas le tien, espèce de salaud, c'est pas le tien, il t'a fait cocu, elle t'a fait cocu, elle a bien fait, c'est tout ce que tu mérites !» Ces 2 furies, précisa-t-il, faisaient bien sûr référence à la liaison extra-conjugale de Sue Ellen, l'épouse de J.R., avec Cliff Barnes, son pire ennemi. C'était au lendemain de l'épisode 10 de la saison 2. Vous vous souvenez ? On apprend que Sue Ellen est enceinte, mais on ignore encore qui est le père du bébé. Le serveur avait dû intervenir pour me débarrasser de ces folles dingues. Incroyable, non ? Nous prenait-il à témoin en secouant sa tête coiffée du légendaire Stetson. Puis il marqua une courte pause avant de conclure. Imaginez la bobine qu'elles ont dû faire quand elles ont su que l'enfant était bien de moi. Il ponctua d'un clin d'œil en cinémascope, et son sourire s'élargit encore. Jusqu'où, mon Dieu, y a-t-il une limite physiologique à ça ? Mais revenons à nos affaires. Nous n'avions toujours pas ouvert la bouche, Michel et moi. Elles se mirent à béer nos bouches lorsque, deuxième surprise, Maître Zimmer déposa sur son bureau un grand sac en plastique à l'enseigne d'un magasin de jardinage en annonçant qu'il était heureux de nous remettre en quelque sorte notre héritage. Comme j'avançais une main vers ce paquet, l'avocat retint mon geste. « Permettez, aurions-nous l'obligeance de lui présenter nos pièces d'identité ?» Et tandis que nous les cherchions, il entreprit d'éclairer nos lanternes. 6 mois auparavant, M. Deloncle s'était présenté au cabinet Zimmer & Associates afin de confier ses documents à un homme de loi. Ses instructions étaient strictes et précises. Ceci devrait être remis en main propre à Mr. Gary Sands et ou à Mrs. Mitchell Sands au cas où il lui arriverait malheur, ce qui, hélas, était arrivé. Toutes mes condoléances. M. Deloncle était venu à 2 ou 3 reprises faire des ajouts au dépôt initial. Le dernier remontait à une quinzaine de jours, dernière fois qu'il s'était présenté au cabinet. Après que nous eûmes exhibé nos cartes, l'avocat poussa le sac vers nous. Je m'en emparai et jetai un regard à l'intérieur. Des cahiers. Plusieurs cahiers. C'est tout ce que j'aperçus. Je ne sais ce qui, de la déception ou de la curiosité l'emporta. Si, en vérité, sur le coup, je le sus, mais n'en montrai rien. Je remerciai et m'apprêtai à me lever, mais Maître Zimmer me retint à nouveau. « Permettez ?» Il fit glisser 2 feuilles dans notre direction. La première était un récépissé au bas duquel il nous demanda d'apposer nos signatures. Un autographe, s'il vous plaît. La seconde feuille, et 3e surprise, était une note d'honoraires. Michel découvrit la somme en même temps que moi. Nous échangeâmes un regard, je déglutis, puis me raclai la gorge, puis toussai, puis demandai à l'avocat s'il était possible de lui faire plusieurs chèques afin d'étaler le règlement sur autant de mois, disons 4 chèques. Maître Zimmer me toisa un moment. Je crus qu'il allait me dire quelque chose du genre vous me prenez pour Bobby, en émettant un petit ricanement sarcastique et méprisant, mais j'eus la preuve, une fois de plus, que la fiction n'était pas la réalité. « Je vous en prie, » murmura-t-il, « je ne voudrais pas en rajouter à votre malheur. »« C'est pas Cliff Barnes qui aurait fait ça, » me dis-je in petto. « Vous ne savez pas lire ?» Il nous a dit, direct. Ça a été ses premiers mots, je m'en rappelle très bien, le tout premier jour de notre premier cours avec lui. Vous ne savez pas lire, blanc. Il nous balance ça en pleine poire. Il a dit qu'il ne nous connaissait pas encore, et tant mieux si on le détrompait par la suite, mais pour l'heure, il était prêt à parier que ce constat, cette vérité, était valable pour au moins 99% d'entre nous, comme pour 99% de la population en général. Les bons lecteurs, il a dit, les vrais lecteurs, étaient extrêmement rares. Il a dit que nous savions déchiffrer, sans doute, le b.a.-ba, littéralement, mais que cela n'était absolument pas suffisant pour prétendre savoir lire.
Il y a une énorme différence entre les deux. Il y a une montagne ou un gouffre. Il nous disait ça à nous. Vous imaginez? Bon sang. On était en 3e année d'université dans un cours de littérature comparée. Ça nous a fait un choc. Je ne sais pas si les autres profs qu'on avait eus avant pensaient la même chose. En tout cas, aucun n'avait osé nous balancer un truc pareil. Je crois pas qu'il avait l'intention de nous vexer ou de nous décourager ou quoi. Non, il souriait. Il n'était pas agressif. Il n'était pas méprisant ni rien. C'était juste comme s'il voulait être sincère avec nous. Honnête. Qu'on prenne conscience de certaines choses et qu'on arrête peut-être de se faire des illusions. Un peu comme il aurait dit à un môme « Tu veux devenir pilote de chasse ? D'accord. Mais c'est pas simplement en regardant les têtes brûlées à la télé que tu vas y arriver. Vous connaissez ce vieux feuilleton ? Tu n'as pas acquis les connaissances et compétences indispensables, alors tu seras jamais aux commandes d'un corsaire, c'est tout, il n'y a pas à tortiller. » D'après lui, la lecture, c'était pas une question d'intelligence, c'était pas une question de capacité intellectuelle, on n'était pas plus bête que les autres. Merci monsieur. C'était pas ça. La lecture, il a dit, c'était essentiellement une question d'entraînement. Pour savoir lire, il fallait lire. Beaucoup, 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 beaucoup. Il a dit qu'il n'y connaissait pas grand-chose en sport, mais il pensait qu'on pouvait comparer ça à un entraînement sportif. On pratique régulièrement, tous les jours, et au fur et à mesure, le corps se forme et s'endurcit, les muscles se développent en même temps que la technique, on acquiert les bons réflexes, on comprend mieux le jeu, la tactique, tout. Et ça se fait par étapes. On commence par du léger, du facile, et puis on met la barre un peu plus haut à chaque fois. Personne n'imaginerait atteindre le niveau de Michael Jordan juste en lançant quelques balles le dimanche sur son parking. C'est moi qui cite Michael Jordan, je suis pas sûr qu'il lui le connaisse. Alors pourquoi imaginerait-on pouvoir lire et comprendre Guerre et Paix, ça c'est lui, si on n'a jamais lu qu'un ou deux Stephen King? Bon, c'était sa théorie. Pour être capable d'appréhender certains textes, pour pouvoir en apprécier toute la valeur, ça nécessitait un entraînement intensif. Il nous fallait des armes, un bagage qu'on n'avait pas, selon lui. En guise d'exemple, il a ouvert un bouquin et il nous en a lu tout un chapitre. Après ça, il a demandé qui voulait bien lui expliquer ce qu'il venait de lire ou au moins lui donner ses impressions. Personne ne s'est risqué à lever la main. Le bouquin, c'était Ulysse de Joyce. Je m'en souviendrai toujours. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un sacré morceau.